Ma famille avait pour tradition de raconter mes moments les plus embarrassants à chaque repas. Tout le monde riait toujours. Un soir, j'en ai raconté un sur mon frère. Personne n'a ri. Maman a dit que c'était cruel. Je l'ai regardé et j'ai dit 6 mots. Maintenant, il n'arrête pas de m'appeler. Je m'appelle Mathieu. J'ai 29 ans et je viens du genre de famille qui pense que l'amour et l'humiliation sont la même chose. Vous voyez le genre. La famille où tout le monde rit et où vous êtes censé rire aussi. Même quand vous êtes la cible de la blague. Surtout quand vous êtes la cible. J'ai grandi dans une banlieue résidentielle agréable de Lyon. Un beau quartier avec des pavillons, des écoles correctes, le genre d'endroit où tout le monde se salue depuis son allée, mais où personne ne sait vraiment rien de réel sur les autres. Mes parents, Isabelle et Marc, sont mariés depuis 34 ans. Mon frère aîné, Nicolas, a 32 ans et a été l'enfant prodige depuis environ sa naissance. Je n'exagère pas. Il y a plus de photos de bébé de Nicolas dans nos albums de famille que de moi, de ma petite sœur Léa et de notre chien réunis. Et le chien était photogénique. En grandissant, Nicolas était l'athlète. Football au lycée, athlétisme. Le genre de gars qui a atteint son apogée au lycée, mais d'une manière qui faisait que tout le monde l'admirait au lieu d'avoir pitié de lui. Il est allé à l'université Lyon 3 avec une bourse partielle, a obtenu un diplôme en commerce et est revenu travailler dans l'agence d'assurance de notre père, ce qui, d'ailleurs, a toujours été le plan. Papa a commencé à préparer Nicolas pour ce travail avant même que l'enfant puisse épeler franchise. Pendant ce temps, j'étais le silencieux. J'aime construire des choses. Des modèles réduits d'avions quand j'étais enfant, puis des ordinateurs, puis des meubles. J'ai suivi une formation dans un lycée professionnel, obtenu un BTS en menuiserie et commencé à travailler pour un constructeur de maisons individuelles quand j'avais 20 ans. Pas vraiment l'héritage familial que mes parents avaient en tête. Léa a 26 ans maintenant. Elle est hygiéniste dentaire. Elle est fiancée à un gars nommé Romain qui brasse sa propre bière artisanale et n'arrête pas d'en parler. Et elle a réussi, d'une manière ou d'une autre, à passer inaperçue toute sa vie. Léa a compris très tôt que l'endroit le plus sûr dans notre famille était d'être invisible. Elle n'a jamais trop excellé, n'a jamais échoué trop visiblement, n'a jamais donné à personne une raison de la mettre sous les projecteurs. Elle était la Suisse de notre maison. Et honnêtement, avec le recul, je pense qu'elle était la plus intelligente de nous tous. Fille intelligente. Maintenant, voici où la tradition entre en jeu. Chaque dimanche, ma mère organise un repas de famille. Cela se passe depuis que je suis adolescent, et le rater sans un mot du médecin ou une catastrophe naturelle est fondamentalement un crime aux yeux de ma mère. Ces repas sont très bien en surface. Maman prépare du bœuf bourguignon ou un gratin. Papa ouvre une bouteille de vin qu'il prétend être plus chic qu'elle ne l'est, et nous nous asseyons tous autour de la table de la salle à manger comme une photo d'illustration de la vie de famille française. Mais quelque part autour du deuxième verre de vin, les histoires commencent. Et par histoire, je veux dire mes histoires. Mes histoires embarrassantes. À chaque fois. Cela a commencé quand j'avais environ 15 ans. J'avais eu un incident à l'école où j'avais trébuché en allant accepter un prix lors d'une assemblée et j'avais atterri sur le visage devant toute la classe de 4e. C'était mortifiant. Je suis rentré à la maison ce jour-là avec un menton écorché et l'équivalent émotionnel d'une brûlure sur l'asphalte. Ce dimanche-là au repas, ma mère en a parlé. Elle l'a raconté comme si c'était la chose la plus drôle à laquelle elle ait jamais assisté, même si elle n'était même pas là. Nicolas a ri si fort que du lait lui est sorti par le nez. Papa m'a tapé sur l'épaule et a dit, « C'est notre Mathieu. » Et je suis resté assis là à sourire parce que qu'étais-je censé faire d'autre? C'est devenu le modèle. À chaque repas, quelqu'un sortait une histoire sur Mathieu. La fois où je me suis perdu à la fête foraine locale quand j'avais 9 ans et qu'on m'a retrouvé en train de pleurer à côté d'un stand de churros. La fois où j'ai accidentellement appelé ma professeure maman en 6e. La fois où j'ai invité une fille au bal de promo du lycée et où elle a dit, « Oh, je croyais que tu plaisantais. » La fois où j'ai mal éplé nécessaire au concours d'orthographe de l'école et où le présentateur a répété la mauvaise orthographe dans le micro, pour que tout l'auditoire l'entende 2 fois. Chaque humiliation que j'avais vécue devenait un spectacle comique familial, et j'étais le seul à ne pas rire pour de vrai. Voici ce qui m'a le plus perturbé l'esprit. Ce n'était pas que les histoires soient racontées. Les familles se taquinent. Je comprends ça. C'était que ce n'était toujours que moi.
Nicolas n'a jamais été la cible de moqueries. Pas une seule fois. Pas la fois où il a reculé la voiture de papa dans une boîte aux lettres. Pas la fois où il a été surpris en train de tricher à un test d'histoire en première. Pas même la fois où il s'est pointé au repas de Pâques avec une telle gueule de bois qu'il s'est endormi dans sa purée. Ces histoires existaient, mais elles n'étaient jamais racontées à table. Elles étaient protégées. Classées dans le coffre-fort familial sous les choses dont on ne parle pas à propos de Nicolas. J'ai essayé de dire quelque chose une fois quand j'avais environ 22 ans. J'en ai parlé à ma mère pendant que nous débarrassions après le repas. J'ai dit quelque chose comme « Eh, penses-tu qu'on pourrait peut-être retirer certaines des histoires sur Mathieu ? Ça devient un peu vieux. » Elle m'a regardé comme si je lui avais demandé de mettre le feu à la maison. « Oh, chérie, a-t-elle dit. C'est juste pour s'amuser, tu sais. On ne pense pas à mal. Tu es juste si facile à taquiner parce que tu prends tout si bien. » Cette phrase a vécu gratuitement dans ma tête pendant 7 ans. Tu es si facile à taquiner parce que tu prends tout si bien. Traduction, tu ne te défends jamais, alors nous n'arrêterons jamais. Je veux être clair sur une chose. J'aime ma famille, ou du moins j'aimais ceux que je croyais qu'ils étaient. J'ai passé des années à me convaincre que les taquineries étaient de l'affection. Que le fait d'être la blague de la famille était la même chose que d'être le favori de la famille. Qu'à chaque fois qu'ils riaient de moi et que je riais avec eux, nous tissions des liens. Mais il y a une différence entre rire avec quelqu'un et rire de quelqu'un. Et ma famille ne l'a jamais apprise. À l'âge de 27 ans, je m'étais construit une vie plutôt décente. Je travaillais comme menuisier en chef pour un constructeur de maisons sur mesure, je gagnais bien ma vie et j'avais commencé à sortir avec une femme nommée Clara, que j'ai rencontrée lors du barbecue d'un ami. Clara a été la première personne à m'avoir jamais regardé après que j'ai raconté une des histoires de la famille en disant « ce n'est pas drôle. C'est juste méchant ». Je me souviens de l'avoir dévisagée comme si elle avait parlé une langue étrangère. Personne ne m'avait jamais dit ça auparavant. Personne. Clara a commencé à venir au repas du dimanche avec moi et elle a remarqué des choses auxquelles j'avais été aveugle toute ma vie. La façon dont ma mère préparait le terrain pour les histoires. La façon dont Nicolas les encourageait. La façon dont mon père riait le plus fort et disait ensuite quelque chose comme « Tu dois l'admettre, fiston. C'est plutôt bon. » La façon dont Léa baissait les yeux sur son assiette et ne disait rien parce qu'elle avait appris il y a longtemps que le silence était la seule option sûre dans cette maison. Un soir, en rentrant du repas, Clara s'est tournée vers moi et a dit « Mathieu, te rends-tu compte que pendant les 2 heures où nous y étions, ta famille s'est moquée de toi 11 fois ?» J'ai compté. Je lui ai dit qu'elle exagérait. Elle m'a montré le décompte qu'elle avait tenu sur son téléphone. 11 fois en 2 heures, et pas une seule blague aux dépens de qui que ce soit d'autre. C'est la nuit où quelque chose a commencé à changer en moi. Pas d'un seul coup, plutôt comme une fissure dans un barrage. Petite, mais on pouvait entendre l'eau derrière. J'ai commencé à faire attention différemment lors des repas. J'ai commencé à remarquer le schéma et j'ai commencé à me mettre en colère. Pas le genre de colère explosive, le genre lente, silencieuse, le genre qui s'installe dans votre poitrine et qui attend. Et elle a attendu environ 1 an et demi avant la nuit qui a tout changé. Le repas qui m'a brisé s'est déroulé un dimanche d'octobre. Je m'en souviens parce que les feuilles venaient de commencer à changer de couleur et ma mère avait mis un de ses centres de table décoratifs avec des courges d'automne sur la table, comme si elle passait une audition pour le numéro d'automne d'un magazine de décoration. Clara était là. Léa était là avec Romain et son haleine de bière artisanale. Nicolas avait amené sa petite amie de l'époque, une femme nommée Valentine qui travaillait dans les ventes pharmaceutiques et souriait à tout comme si elle était filmée pour une publicité. Le repas a commencé normalement. Maman a préparé son fameux poulet à l'italienne, qui n'est en fait que de la sauce du commerce sur du poulet trop cuit, mais personne n'a le courage de le lui dire. Papa a servi le vin. Nicolas a parlé d'un gros contrat qu'il avait conclu à l'agence, et papa lui a souri comme s'il venait d'annoncer qu'il avait guéri une maladie. Procédure habituelle. Puis, juste au moment où maman a apporté le dessert, ça a commencé. Oh mon Dieu, a dit maman en posant la tarte. Je nettoyais le grenier aujourd'hui et j'ai trouvé les vieux journaux intimes de Mathieu du collège. Elle a dit cela avec la même énergie que quelqu'un utiliserait pour annoncer qu'il avait trouvé un trésor enfoui. Mon estomac s'est noué. Maman, s'il te plaît, non. J'ai dit, oh, allez. Elle m'a balayé de la main. C'est adorable.
Tu avais environ 12 ans et tu as écrit toute cette page sur la façon dont tu allais devenir un skateur professionnel. Tu as dessiné des petits dessins de toi en train de faire des figures. L'un d'eux était étiqueté le mouvement signature de Mathieu. Et c'était juste un bonhomme allumette tombant d'une rampe. La table a explosé. Nicolas pleurait presque. Papa tapait sur la table. Même Romain riait, ce qui m'a semblé être une trahison de la part d'un homme dont le plus grand accomplissement était de faire fermenter de la bière dans un placard. Valentine a couvert sa bouche poliment. Clara est restée complètement immobile, sa main sur mon genou sous la table, le serrant. Et ce n'est même pas la meilleure partie, a continué maman. Il y avait une autre page où il a écrit une lettre d'amour à une fille nommée Manon. Il a écrit, « Chère Manon, tu es la plus jolie fille de l'école, et je pense à toi pendant les mathématiques. » Pendant les mathématiques, les amis. Elle pouvait à peine sortir les mots à travers son propre rire. Je suis resté assis là à sourire parce que c'est ce qu'on m'avait entraîné à faire. Sourire. Encaisser. Rire avec eux. Être bon joueur. Mais à l'intérieur, quelque chose se tordait. Quelque chose de chaud et pointu que je ne pouvais plus réprimer. Tu sais, a dit Nicolas, se penchant en arrière sur sa chaise avec ce sourire suffisant qu'il a perfectionné pendant 3 décennies. J'oublie toujours à quel point Mathieu nous donne matière à rire. Cet homme est un spectacle comique ambulant. Vraiment. Papa a acquiescé. Tu te souviens de la fois où il a essayé d'inviter cette fille au magasin de bricolage et où elle a cru qu'il faisait un malaise? Plus de rire. Une autre histoire que je leur avais racontée en toute confiance. Recyclée pour le public de la table du repas. Oh, ou la fois où il a construit cette étagère pour maman et qu'elle s'est effondrée la première fois qu'elle a posé un livre dessus, a ajouté Nicolas. C'était quoi? Il y a environ 3 ans, en plus? J'ai dit doucement. Et elle s'est effondrée parce que la cheville murale était défectueuse. Je l'ai réparée le jour même. Bien sûr, a dit Nicolas en riant toujours. La cheville était défectueuse. C'est ce qu'ils disent tous. J'ai regardé autour de la table. Ma mère essuyait des larmes de ses yeux. Mon père remplissait son verre de vin en gloussant toujours. Nicolas montrait quelque chose à Valentine sur son téléphone, probablement une photo qu'il avait prise de moi à un moment donné et qu'il gardait spécifiquement pour des moments comme celui-ci. Léa regardait son assiette, et Clara me regardait avec une expression qui disait « Tu n'es pas obligé de t'asseoir ici et de subir ça. » Mais je suis resté assis là pendant encore 45 minutes. Je suis resté assis là, j'ai souri et j'ai encaissé. Et puis j'ai conduit pour rentrer à la maison en silence pendant que Clara me tenait la main et ne disait pas un mot parce qu'elle savait que je n'étais pas encore prêt à parler. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai pris une décision. Je n'allais pas exploser. Je n'allais pas avoir de confrontation dramatique. J'allais faire quelque chose de beaucoup plus simple. J'allais jouer à leur propre jeu juste une fois. Et j'allais voir ce qui se passerait. Il m'a fallu 2 semaines pour trouver la bonne histoire. J'ai pensé à un tas d'options. Nicolas ne manquait pas de moments embarrassants. Croyez-moi, cet homme a un jour été tellement ivre lors d'une fête du 14 juillet qu'il a essayé de se battre avec un arroseur de pelouse. Il a un jour envoyé un message destiné à son ex-petite amie sur le groupe de discussion de notre famille qui disait, et je cite, « La façon dont tu sens quand tu dors me manque », ce qui est honnêtement l'une des phrases les plus effrayantes de la langue française. Mais je ne voulais pas aller trop loin. Je voulais quelque chose d'équivalent aux histoires qu'il racontait sur moi. Des trucs de gamins embarrassants, mais inoffensifs. Alors, j'ai choisi l'incident du football. Quand Nicolas avait 16 ans, il était buteur lors d'un grand match des éliminatoires. Des recruteurs étaient là. Papa était au premier rang, vibrant littéralement de fierté. Vers la fin du match, sur un tir décisif, il a perdu sa prise et la balle a volé environ 4 mètres au-dessus de la tête du gardien et a heurté le pare-brise de la voiture de l'arbitre dans le parking derrière le filet de protection. Ils ont perdu le match. Nicolas a pleuré dans la voiture tout le long du trajet du retour. C'était une histoire que notre famille connaissait mais dont on ne discutait jamais, au grand jamais. Elle était classée sous la rubrique du contenu protégé de Nicolas. Le dimanche suivant, je suis arrivé au repas prêt. J'étais calme. J'étais agréable. J'ai aidé maman à mettre la table. Je l'ai complimenté sur son bœuf bourguignon. J'ai interrogé papa sur ses parties de golf. J'étais l'image même du fils adulte bien équilibré.
Et j'ai attendu, comme une horloge. Ça a commencé pendant le dessert. Maman s'est lancée dans une histoire où je m'étais perdu dans un labyrinthe de maïs quand j'avais 10 ans et où j'avais été retrouvé par un fermier qui a dit que j'étais l'enfant le plus paniqué qu'il ait jamais vu. Tout le monde a ri. Papa a ajouté un détail, je suis presque sûr qu'il l'a inventé, sur le fait que j'avais tellement pleuré que j'avais eu le hoquet pendant 1 heure. Nicolas s'est penché et a dit, du grand Mathieu. J'ai laissé les rires se calmer. J'ai laissé le moment respirer. Et puis, avec le même ton désinvolte et joyeux que ma mère utilisait toujours, j'ai dit, en parlant de moments grandioses, vous vous souvenez du match des éliminatoires de Nicolas quand il a lancé cette balle dans le parking? La table est devenue silencieuse si vite qu'on aurait dit que quelqu'un avait appuyé sur un bouton muet. J'ai continué, imitant parfaitement le style de narration de ma mère. Mince, c'était quelque chose. La balle a juste volé au-dessus de la tête de tout le monde. Je crois qu'elle a dépassé le filet de protection d'au moins 3 mètres. Elle a touché la voiture de cet arbitre en plein dans le pare-brise. Papa, ce n'était pas une Peugeot toute neuve. Et Nicolas, mon pote, tu as pleuré tout le trajet du retour. Je veux dire, vraiment pleurer, à en secouer tout ton corps, donc c'était honnêtement assez déchirant à l'époque, mais avec le recul, c'est plutôt drôle, n'est-ce pas? Je veux dire, on ne fait que partager des histoires de famille amusantes ici. Personne n'a ri. Pas une seule personne. Le silence était si lourd que je pouvais entendre l'horloge dans le couloir faire tic-tac. Le visage de Nicolas était devenu rouge. Pas rouge d'embarras. Rouge de colère. Sa mâchoire était crispée et ses yeux étaient fixés sur moi comme si je venais de le gifler. Mon père a posé sa fourchette lentement et a dit, « Mathieu, ce n'est pas la même chose. » Comment? J'ai demandé. Comment ce n'est pas la même chose? Maman s'est penchée en avant et d'une voix si froide qu'elle aurait pu givrer les fenêtres, elle a dit, c'était cruel, Mathieu. On ne fait pas ça à la famille. Je l'ai fixé du regard. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air pendant de bonnes 5 secondes. Et puis j'ai dit 6 mots qui ont apparemment brisé l'univers. Vous me le faites chaque semaine. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. La bouche de ma mère s'est ouverte puis fermée. Mon père a regardé son assiette. Nicolas me regardait toujours, mais quelque chose dans son expression avait changé. Pas exactement de la culpabilité, plutôt le regard de quelqu'un qui venait de réaliser que les règles du jeu n'étaient pas ce qu'il croyait. Je me suis levé, j'ai posé ma serviette sur la table et j'ai dit, « Clara, on y va. » Nous sommes partis sans dire un mot de plus, et au moment où je suis arrivé à ma voiture, mon téléphone vibrait déjà. Les appels téléphoniques ont commencé avant même que je ne sorte de l'allée de mes parents. Maman a appelé la première, puis papa, puis Nicolas, puis maman à nouveau. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Clara était assise sur le siège passager et me lisait les messages au fur et à mesure qu'ils arrivaient et honnêtement, c'était comme une classe de maître sur l'art de passer à côté du sujet. Maman a envoyé, je ne sais pas ce qui t'a pris, mais c'était totalement déplacé. Tu as bouleversé ton frère. Non pas tu m'as bouleversé ou tu as bouleversé la famille. Tu as bouleversé ton frère. Même dans sa colère, Nicolas était la priorité. Le message de papa était plus court et en quelque sorte pire. Appelle ta mère. Elle pleure. Pas un mot sur ce que j'avais dit ou pourquoi je l'avais dit. Répare juste les dégâts. Sois le bon fils. Arrange les choses pour que tout le monde puisse recommencer à faire semblant que tout va bien. Le message de Nicolas était le plus révélateur. Il disait juste, c'était quoi, ça? Aucune remise en question, aucune reconnaissance que peut-être, juste peut-être, ses propres histoires avaient eu le même effet sur moi une centaine de fois. Juste une confusion sincère que les projecteurs se soient brièvement tournés dans sa direction, et que ce ne soit pas agréable. Léa m'a envoyé un message vers minuit. Son message était différent. Je sais pourquoi tu l'as fait. Je ne te blâme pas, mais tu sais qu'ils vont faire de toi le méchant, n'est-ce pas? Elle avait raison. Dès le lundi matin, j'étais le méchant. Maman m'a appelé pendant ma pause déjeuner au travail. J'ai répondu parce que je me suis dit que je ne pouvais pas l'esquiver éternellement et que je ferais aussi bien d'en finir pendant que j'avais un sandwich comme soutien moral. Elle a commencé avec la voix déçue. Vous savez laquelle? La voix que les mères utilisent quand elles veulent que vous sachiez qu'elles ont été blessées, mais qu'elles sont très courageuses à ce sujet. Mathieu, ton père et moi avons parlé hier soir et nous sommes tous les deux très blessés par ce qui s'est passé.
Elle a dit ce qui s'est passé comme si c'était un tremblement de terre ou une tornade. Comme si c'était un acte de Dieu que j'ai eu l'audace de raconter une histoire embarrassante sur Nicolas au repas de famille. Maman, j'ai dit. Tu racontes des histoires embarrassantes sur moi depuis 15 ans. C'est différent, a-t-elle dit immédiatement. Ce sont des histoires drôles. Tout le monde rit. Tu ris toujours. Je ris parce que si je ne le fais pas, tu me dis que je suis trop sensible. Il y a eu une pause. Puis elle a dit, je pense que Clara te met des idées en tête. Tu n'as jamais été aussi difficile avant. C'est le moment où quelque chose à l'intérieur de moi est devenu complètement silencieux. Pas un silence de colère, juste ce calme troublant où l'on réalise qu'on a eu la même conversation avec le même mur pendant toute sa vie. Et que le mur ne deviendra jamais une porte. Maman, je dois retourner au travail, ai-je dit, et j'ai raccroché. Au cours des semaines suivantes, le récit familial s'est solidifié sans ma contribution. Selon la version qui a circulé parmi les tantes, les oncles et les amis de la famille, j'avais vicieusement attaqué Nicolas au repas sans aucune raison. Clara était une mauvaise influence qui me retournait contre ma famille, et je devais des excuses à tout le monde. Ma tante Sylvie m'a appelé pour me dire qu'elle priait pour moi, ce qui dans ma famille est un code pour dire « j'ai entendu les potins, j'ai choisi un camp, et ce n'est pas le tien ». J'ai arrêté d'aller au repas du dimanche. Maman m'envoyait des messages toutes les semaines. Tu viens dimanche? On t'a gardé une assiette. Tu manques à ton père. Jamais, je suis désolé. Jamais, peut-être devrions-nous en parler. Juste des invitations à retourner à la même table où j'avais été la blague pendant la moitié de ma vie. Ces 2 premiers mois ont été difficiles. Je ne vais pas mentir. Quand vous vous éloignez d'une dynamique familiale dans laquelle vous avez été piégé depuis l'enfance, il y a ce deuil étrange qui vous frappe. Vous ne faites pas le deuil de la perte de quelque chose de bien. Vous faites le deuil de la réalisation que la bonne chose que vous pensiez avoir n'a jamais vraiment existé. C'est comme découvrir que votre restaurant d'enfance préféré a toujours servi de la nourriture surgelée réchauffée. Les repas n'ont jamais été ce que vous pensiez. Je me suis plongé dans le travail. Mon patron, un type nommé Laurent, parlait depuis des mois d'étendre l'entreprise aux meubles sur mesure, des choses haut de gamme, des tables à manger, des étagères, des centres de divertissement construits sur devis. Il savait que j'avais un talent pour ça parce que je faisais des projets parallèles de mon côté depuis des années, vendant des pièces par le bouche à oreille et une page de base sur les réseaux sociaux. Laurent m'a proposé un partenariat. Je dirigerai la division des meubles sur mesure pendant qu'il maintiendrait le côté construction, 50-50 sur les bénéfices des meubles. J'ai dit oui plus vite que je n'ai jamais dit oui à quoi que ce soit dans ma vie. Clara a été mon roc à travers tout cela. Elle ne m'a jamais dit quoi faire. Elle ne m'a jamais poussé à me réconcilier ou à couper les ponts. Elle m'a juste demandé comment je me sentais, à écouter quand j'avais besoin de parler et m'a distrait avec de mauvais films quand j'avais besoin de ne pas penser. Elle avait cette façon de me faire sentir que j'avais le droit d'occuper de l'espace, ce qui semble être une petite chose, mais quand vous avez passé toute votre vie à être la cible d'une blague, c'est tout. J'ai aussi commencé à voir un thérapeute, un gars nommé Dr Moreau, qui avait une barbe de bûcheron et la voix la plus calme que j'ai jamais entendue chez un être humain. Lors de notre 3e séance, il a dit quelque chose qui a recablé mon cerveau. Il a dit, Mathieu, l'humour dans les familles peut être une forme d'affection ou une forme de contrôle. Dans votre famille, il était utilisé pour vous maintenir dans un rôle spécifique. Le drôle, la cible facile, celui qui ne se défend jamais. Quand vous avez défié ce rôle, ils n'ont pas ajusté la dynamique. Ils vous ont puni pour l'avoir brisé. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur ce qu'était vraiment cet humour. Je suis resté assis dans son cabinet et j'ai juste respiré pendant 1 minute entière après qu'il a dit ça. C'était la première fois que quelqu'un mettait des mots sur la chose que j'avais ressentie toute ma vie. L'entreprise de meubles a décollé plus vite que Laurent ou moi ne l'avions prévu. J'ai construit une table à manger en noyer pour un client qui l'a publiée sur les réseaux sociaux et elle a été partagée quelques milliers de fois. Les commandes ont commencé à affluer. Ensuite, un magazine de décoration régionale a fait un court article sur nous. Puis un hôtel de charme dans le Beaujolais m'a chargé de fabriquer des têtes de lit et des tables de nuit sur mesure pour l'ensemble de leurs 22 chambres. En 6 mois, je suis passé d'un menuisier avec une activité secondaire à un propriétaire d'entreprise avec une liste d'attente. Clara et moi avons déménagé dans un plus bel appartement. J'ai acheté une camionnette qui n'était pas tenue ensemble par du ruban adhésif et de l'optimisme.
Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de construire quelque chose qui était à moi, pas quelque chose dont ma famille pouvait s'attribuer le mérite ou faire l'objet d'une blague. À moi. Léa a commencé à nous rendre visite d'elle-même. Elle venait le samedi matin et nous préparions le petit déjeuner en parlant de tout sauf de nos parents, ce qui était sa propre forme de guérison. Un matin, pendant que Clara était sous la douche, Léa m'a regardé par-dessus son café et a dit, « Tu sais, il raconte toujours des histoires sur toi au repas, même quand tu n'es pas là. » Maman a parlé de l'histoire du labyrinthe de maïs la semaine dernière. Je n'ai même pas tressailli. « Laisse-la, ai-je dit. Je ne suis pas là pour l'entendre. » Léa a hoché la tête lentement. « Tu leur manques cependant, ou du moins ils s'ennuient de ta présence. » Je ne suis pas sûr que ce soit la même chose. Elle avait raison sur ce point aussi. Il y a une différence entre manquer à quelqu'un et manquer de ce qu'il vous apporte. Ce n'était pas Mathieu la personne qui manquait à ma famille. C'était Mathieu, le public. Mathieu, le faire-valoir. Mathieu, le gars qui restait assis là et encaissait pour que tout le monde puisse se sentir mieux dans sa peau. 6 mois se sont transformés en 1 an. 1 an s'est transformé en 1 an et demi. J'avais 30 ans maintenant. L'entreprise se développait. Clara et moi parlions d'acheter une maison, et ma famille était devenue plus un concept qu'une présence. Maman envoyait toujours des messages. Papa laissait toujours des messages vocaux que j'écoutais sur haut-parleur pendant que Laurent et moi poncions des plateaux de table dans l'atelier. Nicolas n'a jamais pris contact, pas une seule fois. Et puis, parce que la vie a un sens de l'humour qui rendrait jalouse même la table à manger de ma famille, il s'est passé quelque chose qui a tout fait s'entrechoquer à nouveau. Ça a commencé par un coup de fil de Léa un mardi après-midi. J'étais dans l'atelier en train de terminer une table console en merisier pour un client de la région quand mon téléphone a sonné. Léa n'appelait jamais pendant les heures de travail, alors j'ai décroché immédiatement. « Papa prend sa retraite », a-t-elle dit. Pas de préambule. « D'accord », j'ai dit. Tant mieux pour lui. Il remet l'agence d'assurance à Nicolas. Pleine propriété. Ils organisent ça lors d'une fête. Maman planifie tout. C'est au golf club des étangs dans 3 semaines. Elle a fait une pause. Ils veulent que tu viennes. J'ai failli rire. Ils veulent que je vienne à une fête célébrant le fait que Nicolas reçoive une entreprise sur un plateau d'argent. Maman dit que ça signifierait beaucoup pour papa. Elle dit que c'est une étape importante pour la famille et que tout le monde devrait être là. Il y avait une platitude dans la voix de Léa qui me disait qu'elle récitait, sans l'approuver. Elle a aussi dit, et c'est une citation directe, « Peut-être que ce sera la chose qui ramènera Mathieu dans la famille. » Je me suis appuyé contre mon établi et j'ai regardé le plafond. Donc, je suis censé me pointer, applaudir Nicolas et faire semblant que la dernière année et demie n'a pas existé. C'est l'idée générale. Ouais. Et est-ce que quelqu'un dans ce scénario a envisagé de me présenter des excuses? Mathieu, tu connais la réponse à ça. Je la connaissais. La réponse était non. La réponse était toujours non. Dans la version des événements de ma famille, j'étais celui qui avait perturbé la paix. J'étais celui qui devait revenir et rentrer dans le rang. L'idée qu'il me devait peut-être quelque chose n'avait apparemment traversé l'esprit de personne. J'ai dit à Léa que j'y réfléchirais. Puis j'ai raccroché et je suis retourné poncer la table console parce que le bois ne vous manipule pas et n'a pas d'enfant préféré. Ce soir-là, j'ai parlé de la fête à Clara. Elle a écouté, posé quelques questions, puis a dit quelque chose qui m'a surpris. Je pense que tu devrais y aller. Sérieusement, pas pour eux. Pour toi. Tu as passé 1 an et demi à guérir, à grandir et à construire quelque chose d'incroyable. Ils n'ont rien vu de tout ça. Ils te considèrent toujours comme le gamin qui s'est perdu dans un labyrinthe de maïs. Il est peut-être temps qu'ils voient qui tu es vraiment. J'ai réfléchi à ça pendant un long moment. Clara n'avait pas tort. J'avais changé. Pas seulement extérieurement avec l'entreprise, l'argent et la confiance en soi, mais intérieurement. Le docteur Moreau et moi avions passé des mois à démêler les nœuds que ma famille avait fait dans ma tête. Et j'étais une personne différente maintenant. Ni amère, ni en colère, juste lucide. Lucide sur qui j'étais, lucide sur ce que je valais, et lucide sur ce que j'accepterais ou n'accepterais plus. Alors, j'ai décidé d'y aller, mais j'allais y aller selon mes conditions. La première chose que j'ai faite a été d'appeler Laurent.
Je lui ai parlé de la fête, et lui, étant Laurent, a immédiatement compris la mission. Donc, tu veux te pointer avec l'air d'1 million d'euros et les laisser s'étouffer avec, a-t-il dit. J'allais le formuler de manière plus diplomatique, mais oui, j'en suis. De quoi as-tu besoin? Ce dont j'avais besoin, c'était d'un catalogue de réalisation. Au cours des 2 semaines suivantes, Laurent et moi avons rassemblé un catalogue professionnel de chaque pièce majeure que j'avais construite au cours de l'année écoulée. La table à manger en noyer, les meubles d'hôtel, une table basse en bois brut à bord naturel qui avait été achetée par un dirigeant d'une grande entreprise de la région, un mur de bibliothèque encastré sur mesure pour le bureau à domicile d'un cadre de la technologie. Nous l'avons fait imprimer par un imprimeur professionnel, relié dans une couverture en cuir propre, et ça ressemblait à quelque chose que l'on verrait sur la table basse d'un designer. Je n'allais pas me vanter de mon succès à la fête. J'allais le laisser parler de lui-même. La deuxième chose que j'ai faite a été de contacter une journaliste nommée Élodie Perrin, qui avait rédigé l'article du magazine sur notre entreprise des mois plus tôt. Elle avait mentionné à l'époque qu'elle voulait faire un article de suivi. Je lui ai dit que nous serions heureux de nous asseoir pour une interview dès qu'elle serait prête. Elle l'a programmé pour 2 jours avant la fête, ce qui signifiait que l'article serait probablement publié à peu près au même moment. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la visibilité. Il y a une différence. La troisième chose que j'ai faite a été la plus difficile. Je me suis assis et j'ai écrit une lettre à mes parents. Pas un courrier électronique, pas un message, une lettre manuscrite sur du vrai papier à lettres parce que mon thérapeute m'avait dit qu'il y avait quelque chose de puissant à coucher les choses sur le papier quand on a besoin de dire des choses importantes. Je ne l'ai pas envoyée. J'allais la porter avec moi à la fête et décider sur le moment si je la leur donnerais. La lettre disait tout ce que j'avais porté en moi. Elle parlait des 15 années de blagues à la table du repas. Elle parlait du 2 poids 2 mesures entre moi et Nicolas. Elle parlait de la façon dont j'avais passé la majeure partie de ma vie à croire que j'avais moins de valeur que mon frère parce que c'était le message qu'ils envoyaient chaque semaine. Elle parlait de la façon dont j'avais essayé d'en parler et qu'on m'avait répondu que j'étais trop sensible. Elle parlait de Clara et de la façon dont rencontrer quelqu'un qui me voyait vraiment m'avait fait réaliser à quel point j'avais été invisible dans ma propre famille. Et elle se terminait en disant que je ne demandais plus d'excuses. Je leur disais ce qui s'était passé et ils pouvaient faire de cette information ce qu'ils voulaient. La semaine précédant la fête, Clara et moi sommes allés faire du shopping. Elle m'a choisi un blazer bleu marine ajusté et un jean foncé. Je suis menuisier, donc ma garde-robe habituelle est constituée de flanelle et de sures de bois, mais je présente bien quand je fais un effort. Clara portait cette robe vert foncé qui lui donnait l'air de sortir tout droit de la couverture d'un magazine. Nous étions beaux. Nous avions l'air de 2 personnes qui avaient leur vie en main, ce qui pour la première fois était vraiment le cas. Léa m'a appelé la veille de la fête. Maman dit à tout le monde que tu viens. Elle agit comme si tu t'étais déjà excusé et que tout allait bien. Elle a dit à tante Sylvie que tu avais traversé une phase. Une phase? Ai-je répété. Ouais, comme si te défendre était un déséquilibre hormonal. Est-ce qu'elle a mentionné quelque chose à propos de mon entreprise? Quelque chose sur ce que j'ai fait? Léa est restée silencieuse pendant une seconde. Elle a dit à tante Sylvie, tu faisais toujours ton petit truc de menuiserie. Ces mots, mon petit truc de menuiserie. L'entreprise qui avait rapporté plus de 300 000 € au cours de sa première année. L'entreprise qui avait été présentée dans un magazine de décoration et était sur le point d'être à nouveau profilée. L'entreprise qui avait une liste d'attente de 6 mois et qui me faisait refuser des projets parce que je n'avais physiquement pas assez d'heures dans la journée. Mon petit truc de menuiserie. Parfait, ai-je dit. C'est en fait parfait. Pourquoi ai-je l'impression que tu prépares quelque chose? A demandé Léa. Je ne prépare rien. Je vais juste à une fête, Léa. Léa, je promets. Pas de scène, pas de drame. Je vais juste me pointer, être moi-même et voir ce qui se passe. Elle n'avait pas l'air convaincue, mais elle a laissé tomber. Le matin de la fête, j'ai mis le blazer, j'ai glissé la lettre dans ma poche intérieure et j'ai pris le catalogue de réalisation en cuir de mon travail. Clara m'a serré la main dans la voiture et a dit, « Tu es prêt ?» Ouais, ai-je dit. Je crois que je suis prêt depuis environ 20 ans. Nous sommes arrivés sur le parking du Golf Club des Étangs à 18h15. La fête commençait à 18h. Je voulais arriver juste assez en retard pour que tout le monde soit déjà là.
Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise en étant la cible des blagues de la famille pendant la moitié de ma vie, c'est le sens de l'à-propos. Et mon sens de l'à-propos, comme il s'est avéré, était sur le point d'être absolument parfait. Le golf club des étangs était exactement le genre d'endroit que ma mère adorait. Des nappes blanches, des guirlandes lumineuses sur la terrasse, un barman en gilet. Elle avait fait les choses en grand pour la grande soirée de Nicolas. Quand j'avais obtenu mon diplôme du BTS, nous avions mangé du gâteau dans la cuisine. Quand Nicolas a repris une entreprise pour laquelle il était préparé depuis sa naissance, nous avons loué une salle. Clara et moi sommes entrés et maman m'a repéré immédiatement. Son visage est passé par 4 émotions en 2 secondes. La surprise, le soulagement, le calcul, et puis un sourire si large qu'il avait l'air répété. Elle m'a serré dans ses bras comme si je revenais tout juste de la guerre. « Oh, Mathieu, je suis si contente que tu sois venu. Ça compte tellement pour ton père. » Elle s'est tournée vers Clara. « Clara, tu es ravissante. » C'était la chose la plus chaleureuse qu'elle ait jamais dite à Clara, ce qui en dit long sur les interactions précédentes. Papa était le suivant. Il m'a serré la main, m'a tapé sur l'épaule et a dit « Content de te voir, fiston. » Ses yeux étaient un peu vitreux et je pouvais voir qu'il le pensait dans les limites de sa capacité à penser les choses. Nicolas était de l'autre côté de la pièce en train de parler à un groupe de gars que j'ai reconnu de son ancienne équipe de football. Il m'a vu, a hoché la tête une fois et est retourné à sa conversation. Pas de poignée de main, pas de content que tu sois là, juste un signe de tête. 1 an et demi de silence, et l'homme me faisait un signe de tête. La première heure s'est bien passée. J'ai fait la conversation avec des parents. L'oncle Gérard a demandé ce que je devenais et je lui ai parlé de l'entreprise de meubles. Ses sourcils se sont levés. Des meubles sur mesure, des trucs haut de gamme. Je lui ai montré des photos sur mon téléphone et il a attrapé sa femme. Françoise, viens voir ce que Mathieu a construit. Assez vite, j'ai eu un petit groupe autour de moi. Des gens qui posaient des questions sur l'entreprise, le projet d'hôtel, l'article du magazine. Ma mère a dérivé vers nous et a écouté depuis le bord du groupe avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Ça ressemblait beaucoup à de la surprise. Puis ce fut l'heure des discours. Papa s'est levé, a tapé sur son verre et a porté un toast à Nicolas. Il a parlé de l'éthique de travail de Nicolas, de son dévouement, de son leadership naturel. Il a eu la gorge nouée à la fin et a dit « Je ne pourrais pas être plus fier de transmettre cela à mon fils. » Mon fils au singulier, pas l'un de mes fils, comme s'il n'y en avait qu'un. Je n'ai pas tressailli. La main de Clara a trouvé la mienne sous la table, et je l'ai tenue, et je n'ai pas tressailli. Nicolas s'est levé pour dire quelques mots. Il a remercié maman et papa, a remercié ses amis, a remercié Valentine, qui était apparemment toujours dans le tableau. Charmant et lisse, égal à lui-même. Et puis il est sorti du script. Et je dois faire une mention spéciale à mon petit frère Mathieu, a dit Nicolas en se tournant vers moi avec ce sourire en coin. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Mathieu a fait son propre truc de son côté pendant un moment maintenant. Il fabrique des meubles, des petites tables et des chaises et tout ça, a-t-il dit avec la façon dont on décrit le projet artistique d'un enfant. Dédaigneux, condescendant. Toute la salle a ri doucement. Mais, on est content qu'il soit là ce soir. C'est bien d'avoir toute la famille réunie à nouveau, même s'il est celui qui nous donne généralement le meilleur matériel pour la conversation du repas. Plus de rire. Quelques personnes qui étaient clairement dans le secret de la blague familiale se sont donné des coups de coude. Et voilà. Même ici, même ce soir, j'étais toujours la blague. Quelque chose en moi est devenu très calme. Pas en colère, pas blessé, juste lucide. Clair comme de l'eau de roche. J'ai attendu que les rires s'éteignent. Puis je me suis levé. Je n'ai pas précipité les choses. J'ai boutonné mon blazer, j'ai pris le catalogue de réalisation en cuir que j'avais apporté et j'ai marché jusqu'à l'avant de la pièce où Nicolas se tenait toujours. Si ça ne vous dérange pas, ai-je dit, la voix calme et posée. J'aimerais dire quelques mots sur mon frère. Nicolas avait l'air confus. Maman avait l'air nerveuse. Papa avait l'air de se préparer à l'impact. Nicolas, ai-je dit en me tournant face à lui. Félicitations. Vraiment, reprendre l'agence est une grande chose, et je sais que tu as travaillé dur pour ça. Je le pensais. Je ne suis pas un monstre. L'homme avait fait des heures, même si l'opportunité lui avait été offerte.
Mais puisque nous partageons ce soir, ai-je continué, je veux partager quelque chose aussi. J'ai ouvert le catalogue de réalisation et je l'ai posé sur la table. Voici mon travail. Au cours de la dernière année et demie, mon partenaire commercial et moi avons bâti une entreprise de meubles sur mesure qui a été présentée dans des publications de design, commandée par des hôtels et des clients privés, et qui a une liste d'attente jusqu'à l'année prochaine. Nous avons généré plus de 300 000 € de chiffre d'affaires au cours de nos 12 premiers mois. Le silence régnait dans la salle. Je pouvais voir la bouche de ma mère légèrement ouverte. J'ai construit ça, ai-je dit, à partir de rien. Pas d'entreprise familiale qu'on m'a remise. Pas de bureau qui m'attendait avec mon nom sur la porte. J'ai construit ça avec mes mains et ma réputation et le soutien de personnes qui croyaient vraiment en moi. J'ai regardé Clara. Elle souriait et ses yeux brillaient. Et voici la chose, ai-je dit en me tournant à nouveau vers la salle. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été la blague de cette famille. Chaque repas du dimanche, chaque fête, chaque rassemblement. Mes moments embarrassants étaient un divertissement. Mes échecs étaient de la comédie. Et si jamais je disais que ça me dérangeait, on me disait que j'étais trop sensible. Mais quand j'ai raconté une seule histoire embarrassante sur Nicolas, sur quelque chose qui s'est passé quand il avait 16 ans, on m'a dit que j'étais cruel. Ma propre mère m'a dit ça. Cruel. J'ai regardé ma mère. Elle agrippait le bord de la table. Je ne suis pas ici pour des excuses, ai-je dit. J'ai arrêté d'en avoir besoin il y a longtemps. Je suis ici parce que papa me l'a demandé et parce que je voulais que vous voyiez tous quelque chose. Je voulais que vous voyiez que le gamin dont vous vous moquiez s'en sort très bien. Mieux que bien, en fait. Et je voulais dire avec tout l'amour qui me reste pour cette famille que j'ai fini d'être votre cible. J'ai plongé la main dans la poche de ma veste et j'en ai sorti la lettre. Je me suis approché de mes parents et je l'ai posée sur la table devant eux. Ceci dit tout le reste. Lisez-la quand vous serez prêt. Puis j'ai regardé Nicolas. Félicitations encore pour l'agence. Je le pense. Et pour ce que ça vaut, je suis désolé pour l'histoire du football. Je n'aurais pas dû la raconter comme je l'ai fait. Mais je pense que tu sais maintenant ce que ça fait. Nicolas m'a regardé pendant un long moment. Puis, à ma grande surprise, il a hoché la tête. Pas un signe de tête dédaigneux comme avant. Un vrai, le genre qui vient avec quelque chose qui change derrière les yeux. J'ai pris la main de Clara et nous sommes sortis. Pas de façon dramatique, pas sous le coup de la colère. Nous sommes simplement partis calmement, comme deux personnes qui avaient un meilleur endroit où aller. Les appels ont commencé cette nuit-là, mais ils étaient différents cette fois. Maman a appelé en pleurant. Pas les pleurs de colère d'avant, mais le genre qui arrive quand on lit quelque chose d'honnête et qu'on ne peut pas l'oublier. Elle ne s'est pas excusée tout de suite. Elle a dit, je ne savais pas que c'était si difficile pour toi, ce qui n'est pas une excuse, mais c'était la première fois qu'elle reconnaissait que c'était difficile. Papa a appelé le lendemain matin, silencieux pendant un long moment. Puis, j'ai lu la lettre 2 fois. Je n'ai pas encore les bons mots, mais je t'entends. C'était la chose la plus proche d'une vulnérabilité émotionnelle que mon père ait jamais exprimée. Nicolas m'a envoyé un message 3 jours plus tard. Un long message, ce qui pour Nicolas était fondamentalement un roman. Il a dit qu'il n'avait jamais pensé à la situation de mon point de vue. Il avait toujours pensé que j'étais d'accord avec les blagues parce que je ne disais jamais rien. Il a dit, t'entendre décrire ce que ça faisait d'être la blague de la famille pendant 15 ans était pire que n'importe quelle histoire embarrassante que j'aurais pu raconter. Il a terminé par, je ne suis pas doué pour ce genre de choses, mais je suis vraiment désolé. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé reposer pendant un jour. Puis je lui ai envoyé une photo de la table à manger en noyer et j'ai dit, c'est ce que je faisais pendant que vous riez des labyrinthes de maïs. Passe à l'atelier un de ces jours. Il a répondu par un pouce levé et puis 20 minutes plus tard, cette table est en fait vraiment incroyable, mec. Ce n'était pas une fin de film à l'eau de rose. Nous ne nous sommes pas tous enlacés et mis à pleurer en promettant d'être meilleurs. Mais au cours des mois suivants, les choses ont lentement commencé à changer. Maman a arrêté de raconter des histoires sur Mathieu au repas. Léa l'a confirmé, et Léa ne ment pas, papa a commencé à poser des questions sur l'entreprise avec un réel intérêt. Nicolas et moi avons pris une bière un samedi et avons parlé pendant 2 heures sans qu'il ne fasse une seule blague à mes dépens. J'ai recommencé à aller au repas du dimanche. Pas toutes les semaines.
Certaines semaines, j'avais des commandes à honorer, où Clara et moi voulions notre temps pour nous, où je n'en avais tout simplement pas envie. Et c'était bien parce que s'y présenter était maintenant un choix, pas une obligation. Clara et moi avons acheté une maison le mois dernier. 3 chambres, un grand jardin et un garage séparé que je suis en train de convertir en atelier. Laurent et moi avons signé un contrat avec une deuxième chaîne d'hôtels. L'article du magazine est sorti et mon téléphone n'a pas arrêté de sonner pendant une semaine. Et dimanche dernier au repas, ma mère a apporté le dessert et a dit « Je vous ai dit que l'entreprise de Mathieu a été présentée dans un autre magazine ?» Elle l'a dit avec fierté. De la vraie fierté. Le genre que j'attendais d'entendre depuis 30 ans. J'ai regardé Clara de l'autre côté de la table. Elle m'a souri. Léa a croisé mon regard et m'a fait un tout petit signe de tête. Et pour la première fois d'aussi loin que je m'en souvienne, je me suis assis à cette table. Et je n'étais pas la blague. J'étais juste Mathieu. Et c'était plus que suffisant. Commentaire, je tenais à vous parler un peu après cette histoire. Elle m'a fait réaliser combien il est important de se respecter soi-même. On accepte parfois trop de choses au nom de l'amour familial. Poser des limites n'est jamais facile, mais c'est souvent nécessaire pour se reconstruire. La guérison vient quand on décide enfin de ne plus se laisser rabaisser. Je crois profondément que chacun de nous mérite d'être traité avec gentillesse et considération. Préserver sa paix intérieure n'est pas un abandon, c'est un acte d'amour envers soi. J'espère que cela vous incitera à réfléchir à vos relations. Vous avez le droit de vous sentir bien dans votre entourage. Prenez soin de votre cœur, vous le méritez amplement. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.